Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, c'est David pour Ordi Répar. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir un outil de Microsoft gratuit qui existe depuis longtemps mais que encore beaucoup de gens ne connaissent pas, les Power Toys. Si vous utilisez Windows au quotidien, eh bien, vous passez peut-être à côté de certaines fonctionnalités très pratiques, mais qui malheureusement ne sont pas natives dans Windows. Ces fonctionnalités, ce sont les Power Toys. Alors, les Power Toys, ça existe depuis très longtemps. Ils sont apparus avec Windows 95. À l'époque, donc, Microsoft a mis à disposition tout un tas d'utilitaires très pratiques, développés par leurs propres équipes, qui venaient ajouter des fonctionnalités à Windows. L'âge d'or des Power Toys, ça a été avec Windows XP. À cette époque-là, ils étaient donc très populaires. Mais d'un seul coup, ils ont disparu. On ne pouvait plus du tout les utiliser pendant plusieurs années. Et il a fallu attendre 2019 pour que Microsoft les remette à nouveau à disposition, dans une version modernisée, gratuite et open source, avec un seul objectif en tête, eh bien, vous faire gagner en productivité. Alors, les Power Toys, qu'est-ce que c'est? Eh bien, comme je vous le disais, ce sont des utilitaires très pratiques pour tout un tas de fonctionnalités, pour pallier les manques de Windows, tout simplement. Alors, parmi ces utilitaires, on va avoir du renommage de fichiers en masse, on va avoir des options de collage dans le copier-coller un peu plus avancées pour des développeurs, par exemple. On va avoir des outils qui permettent de retrouver une couleur, par exemple, à l'écran. Bref, tout un tas de fonctionnalités très très intéressantes. Dans cette vidéo, je vous propose de voir comment télécharger et installer Power Toys, et on fera le tour de la liste complète des Power Toys, mais on ne va pas rentrer dans tous les détails de tous les réglages possibles et imaginables de chaque Power Toys, ça serait beaucoup trop long. Néanmoins, en faisant un petit tour rapide de chacun de ces Power Toys, ça vous donnera une petite idée de ce que vous pourrez tirer de ces outils-là, et donc peut-être que vous trouverez votre bonheur, et que vous trouverez l'outil qui va vous convenir pour résoudre vos problèmes. Allez, je vous propose de passer sur l'écran, et donc on va pouvoir passer à l'installation de ces Power Toys. Pour ça, je vais venir me rendre sur mon navigateur. Ici, je suis sur Google, je vais rechercher donc Power Toys, voilà, je tape Power Toys, et ici, je vais avoir plusieurs résultats. Les résultats que je vais trouver en général sont le site officiel de Microsoft qui explique ce que sont les Power Toys et qui permet ensuite d'aller les télécharger. Je peux également les récupérer depuis le Microsoft Store, donc ça on va le trouver également dans les résultats de recherche, mais ici je vais préférer choisir GitHub. Alors en passant par GitHub, eh bien, je vais avoir accès notamment au code source, et je vais pouvoir ici descendre, et sur la droite j'ai accès aux différentes releases, donc à la dernière version ici des Power Toys. Alors on va tout de même descendre un peu plus bas sur cette page pour voir qu'il est possible également de les télécharger un peu plus bas. Donc ici on va avoir une liste de ces fameux Power Toys, de ces fameuses fonctionnalités supplémentaires, un guide pour l'installation, et on a quelques informations sur les nouveautés. Alors évidemment la page est en anglais, si vous ne lisez pas l'anglais vous pouvez bien sûr la traduire, mais ici je vous propose tout simplement de nous concentrer sur le téléchargement et l'installation. Alors je vais remonter sur la page, et je vais me rendre ici sur Release pour m'assurer que je suis bien sur la dernière version. Donc la dernière version en date, c'est la 0.98.1 au moment où j'enregistre cette vidéo. Évidemment, si vous regardez cette vidéo un peu plus tard, eh bien, il se peut que des choses aient un petit peu évolué. Et on va trouver donc plusieurs versions ici, selon le type de processeur, et également selon qu'on souhaite les installer pour un utilisateur en particulier, c'est-à-dire l'utilisateur courant, ou alors pour tous les utilisateurs de la machine. Moi ici, je vais le prendre pour un utilisateur, mais bien entendu, chez vous, vous pouvez décider de faire autrement. Alors, j'enregistre ici le programme dans ce dossier, et je vais pouvoir venir ensuite ici pour ouvrir le dossier en question, qui est le dossier de téléchargement. Je peux refermer mon navigateur, et je vais pouvoir maintenant double-cliquer sur le programme d'installation des Power Toys. Je vais venir ici accepter la licence, je clique sur Install, et à partir de là, l'installation démarre. Donc ça va prendre quelques instants, le temps que tous les fichiers soient copiés et que tous les Power Toys soient bien installés donc, dans Windows. Je peux pendant ce temps-là déjà refermer mon explorateur de fichiers. Alors ici, ça ne devrait plus prendre très longtemps. On va avoir ensuite donc les Power Toys qui sont installés, et on va pouvoir commencer à explorer un petit peu les fonctionnalités proposées par ces fameux outils. Je vais venir ici cliquer sur Close quand l'installation est terminée, et à la première installation, eh bien, vous devez avoir un écran de bienvenue. Ici, puisque j'avais déjà installé précédemment les Power Toys et que je les ai retirés, je n'ai plus cet écran de bienvenue, mais je vais vous montrer tout de même comment accéder aux Power Toys. Les Power Toys vont se lancer automatiquement et vont être accessibles directement depuis ici les icônes cachées, donc dans la zone de notification.
dans cette icône qui est une sorte de poste de télé avec des couleurs. Si je clique dessus, eh bien, je vais avoir accès à un accès rapide à quelques Power Toys, mais également la possibilité d'aller sur plus pour trouver d'autres Power Toys pour les activer ou les désactiver en cochant la case qui correspond. Donc ça, c'est un accès direct, mais je vous propose d'aller directement ici dans les paramètres pour voir comment on va paramétrer ces différents Power Toys. Alors, les Power Toys vont être à nouveau présentés ici dans une liste au milieu de l'écran. On va avoir des raccourcis qui sont rappelés ici, ce qui est très pratique. Donc si vous avez oublié le raccourci qui permet d'accéder à un Power Toy en particulier, eh bien, vous avez la liste qui va s'afficher ici. On a l'accès rapide à nouveau. Et on a des conflits de raccourcis qui sont trouvés parce qu'il y a déjà des choses qui étaient activées. Donc on ira voir un petit peu ces différents conflits de raccourcis plus tard. Sur la gauche, je vais retrouver donc la liste des Power Toys qui sont rangés par catégorie, ici. Et je vais même retrouver un peu plus bas l'écran de bienvenue, donc ce fameux écran qui apparaît lorsque vous installez pour la première fois les Power Toys. Donc ici, cet écran de bienvenue est très pratique aussi puisqu'il va lister sur la gauche tous les Power Toys. Et je vais donc pouvoir venir me déplacer sur les Power Toys pour aller ensuite voir de quoi il s'agit, voir quel est le raccourci clavier correspondant et pouvoir ouvrir soit l'outil, soit les paramètres correspondants. Donc ici, je vais refermer cet écran de bienvenue et on va s'intéresser plutôt à cette page-là. Alors, je voudrais d'abord aller voir les raccourcis qui sont en conflit. J'ai des raccourcis de miniature qui correspondent à des raccourcis système, donc très bien. Conflit trouvé pour également les collages avancés, parce que j'avais déjà des collages avancés, mais ici, on ne va pas forcément s'en inquiéter, c'est pas très grave, ça ne va pas nous gêner pour la démonstration. Alors je vous propose de commencer par outils système, on va voir quelles sont les différentes choses qu'on peut faire ici. Donc les collages avancés justement, puisqu'on en parle, eh bien ce sont des outils qui vont permettre, enfin c'est un outil en tout cas qui va permettre de modifier le contenu du presse-papier et de le coller de manière différente. Au lieu de le coller de manière normale, eh bien on va pouvoir choisir de coller en texte brut ou de le coller sous forme de Markdown ou de JSON, et on va même avoir des possibilités de créer des fichiers texte, des fichiers PNG, des fichiers HTML. Pour les activer, eh bien, on va utiliser le raccourci ici, Windows Shift V, pour accéder à la liste des collages avancés, et on va pouvoir également coller directement dans les différents formats qu'on veut, en texte brut, en Markdown, avec des raccourcis. Alors le premier raccourci est bien déjà défini ici. En revanche, pour les autres, eh bien, on va pouvoir activer des raccourcis à chaque fois pour décider comment on veut coller les choses. Alors comment ça va se présenter? Eh bien tout simplement, si je prends, admettons, une page ici, on va taper test, pourquoi pas. Je vais venir copier ce texte-là, donc clic droit, copier. Je referme cette page, je vais aller par exemple dans le bloc-notes, voilà, ici. Lorsque je vais vouloir coller, eh bien, je vais faire le raccourci, donc je rappelle qui est Windows Shift V, pardon, donc Shift pour la touche majuscule. Je fais Windows Shift V et j'ai ici les différents modes de collage qui vont être disponibles. Donc coller en texte brut, coller en tant que Markdown ou coller en tant que JSON. Si je viens cliquer par exemple JSON, eh bien vous voyez qu'il m'a mis déjà une mise en forme particulière qui est très utilisée dans la programmation en JavaScript, donc pour les fichiers JSON. Donc ça va être surtout pratique pour les personnes qui font du développement. Donc là je vais m'arrêter là pour cette démonstration. Je pense que vous avez compris l'idée et vous pourrez bien entendu les essayer de votre côté et voir quel format vous conviennent. Ensuite, on va trouver Awake. Alors, Awake, c'est un outil qui va permettre de maintenir l'ordinateur éveillé, donc d'éviter qu'il se mette en veille, selon certaines conditions. Alors, par défaut, on utilise le mode de gestion de l'alimentation classique, donc la mise en veille si elle est définie, mais on va pouvoir décider de maintenir toujours actif. On peut également forcer à ce que l'écran reste actif tout le temps. Donc si je fais ça, eh bien, mon ordinateur ne se mettra plus du tout en veille. Je peux également décider de le rendre actif pendant un intervalle de temps. Donc je vais pouvoir définir le temps souhaité. Et là aussi, je peux choisir si je maintiens ou non l'écran activé. Et je peux également mettre cette option pour le rendre actif, donc de rester sur un ordinateur qui reste allumé jusqu'à une date et une heure précise, donc sans que je sois forcément devant. Donc vous pouvez comme ça faire tous ces réglages. Ça peut être assez pratique dans certains cas où on ne veut pas que l'ordinateur se mette en veille. Ensuite, on a un autre outil qui est la palette de commandes. Donc cette palette de commandes, eh bien, on va pouvoir y accéder en faisant la combinaison Windows Alt et espace. Donc si je fais Windows Alt et espace, eh bien j'ai maintenant cette palette de commandes qui me permet d'accéder rapidement à des commandes de Windows. Vous voyez qu'on peut retrouver
les profils du terminal, on peut retrouver la DTR, on peut retrouver le bureau à distance, on peut retrouver les PowerToys, les analyseurs de performance, et je peux bien entendu taper ici les premières lettres de ce que je cherche. Si je voulais par exemple aller sur l'historique du presse-papier, je peux faire HIS, donc historique, et vous voyez que j'ai historique du presse-papier, mais j'ai quand même d'autres choses qui apparaissent. Donc ici, on va faire une sorte de recherche de fonctionnalités, donc ce qui est quand même parfois assez pratique si on sait ce qu'on veut faire, plutôt que de devoir passer par tous les menus et sous-menus pour accéder à certaines fonctionnalités de Windows. Donc là, je vais m'arrêter là tout simplement, parce que vous avez compris l'idée. Si je voulais, bon, on peut le faire sur un exemple. Allez, la calculatrice, admettons, voilà, je lance ma calculatrice. Bref, j'ai besoin simplement d'accéder à la partie calculatrice et je peux faire une équation. 5 plus 3, voilà, et j'obtiens le résultat qui s'est copié dans le presse-papier. Donc ça, c'est possible également de le faire comme ça. Alors, c'est pas tout à fait ce que je voulais faire au départ. On va refaire Windows Alt Espace. J'ai appuyé sur Entrée un peu trop vite. Dans cette calculatrice, je fais égal. Donc, on a dit 15 fois 3. Et j'ai tout de suite mon résultat. Donc, je peux rentrer ma formule directement. Hop, on peut accéder à tout un tas de choses. Des recherches de fichiers. Donc, si je fais rechercher des fichiers, donc je double-clique dessus et je vais taper le nom des fichiers que je veux chercher. Et je vais comme ça pouvoir avoir une recherche très rapide grâce à ces outils-là. Je peux revenir sur les paramètres qui me ramènent finalement sur les paramètres généraux de cet outil. Donc voilà comment je vais pouvoir l'utiliser. Donc voilà pour la palette de commandes. Ensuite, on a le Color Picker. Alors le Color Picker va nous permettre de piocher une couleur parmi les couleurs affichées à l'écran. C'est très pratique également pour les développeurs web, pour les gens qui ont besoin de faire du graphisme. Donc on aura accès directement à l'information de couleur, au code couleur de l'élément qu'on aura pointé. Donc si je fais ici Windows Shift et C, donc bien sûr avec l'option activée, Windows Shift C, ça me permet d'avoir cette petite palette ici, vous voyez, qui suit ma souris, qui va me permettre de piocher une couleur en particulier. Donc si j'essaie de piocher, pourquoi pas, cette couleur-là, eh bien je vais avoir le code hexadécimal, le code RGB, le code HSL. Donc je vais pouvoir comme ça recopier ce code-là, par exemple le code hexadécimal, pour le mettre dans mon code source d'une page web, par exemple si je voulais utiliser cette couleur-là en particulier. Donc vous voyez que je peux comme ça très facilement trouver ce code couleur. Donc c'est très pratique. J'ai des formats de couleurs qui sont disponibles, évidemment. Les 3 que j'avais à disposition ne sont pas les seuls. Il y a ici d'autres formats, et selon votre besoin, vous pourrez venir choisir quel format vous souhaitez voir affiché. Donc voilà pour cet outil de Color Picker. Ensuite, je vais avoir une option ici qui s'appelle interrupteur. Cet interrupteur va permettre de basculer entre le thème clair et le thème sombre. Soit je le fais donc manuellement, bien sûr, comme je peux le faire d'habitude, mais si j'active ici l'interrupteur, eh bien, je peux basculer grâce à cette combinaison de touches. Donc en faisant Windows, CTRL, SHIFT et la lettre D, eh bien, je passe en thème sombre, par exemple. Et Windows, CTRL, SHIFT et à nouveau la lettre D. Alors, hop, voilà, je rebascule en thème clair. Je peux aussi décider d'activer un mode à heure fixe, donc il basculera automatiquement en thème clair ou en thème sombre, de choisir du coucher du soleil au lever du soleil, ou de suivre l'éclairage nocturne. Donc si j'ai fait des réglages pour l'éclairage nocturne, donc pour éliminer la composante bleue des couleurs de mon écran, eh bien on pourra suivre les mêmes horaires pour passer en mode sombre éventuellement. Donc ici, je vais avoir ces réglages-là, donc voilà pour cette fonctionnalité d'interrupteur. Alors PowerToys Run, là c'est un outil qui est assez puissant également, puisque c'est un lanceur rapide avec des fonctionnalités supplémentaires, et évidemment sans baisse de performance, donc ça c'est plutôt pas mal. Et on a un raccourci qui est Alt Espace. Alors faisons Alt Espace, et vous voyez que j'ai maintenant un lanceur ici, qui me permet d'accéder rapidement à différents éléments, avec quelques exemples ici. Par exemple, je peux basculer entre les fenêtres ouvertes, je peux venir ouvrir une URL ou une recherche dans les chemin réseau, je peux exécuter des commandes. Donc si je fais par exemple ici et que je tape ping allez 192.168.1.1 ici, eh bien je vais automatiquement avoir un terminal qui va s'ouvrir avec ma commande ping. Ça peut être très pratique. Donc vous voyez qu'on peut comme ça très rapidement accéder à une palette d'outils assez large. Donc je peux effacer cette commande là et je peux également lui faire des calculs, accéder aux résultats de la précédente commande sélectionnée, rechercher des fichiers comme je vous l'ai dit, et je peux également rechercher dans les programmes, je peux également parcourir des emplacements. Si je mets ces deux points, voilà, par exemple ces deux points Windows, hop, système
32, eh bien, je peux comme ça faire entrer et j'aurai automatiquement mon explorateur de fichiers qui s'ouvrira dans le bon dossier. Donc, vous voyez qu'il y a des commandes assez pratiques, donc je vous invite à venir explorer également cette fonctionnalité-là. Donc, elle est un peu complexe et je ne pourrai pas forcément vous montrer toutes les possibilités. Donc, venez vous faire un tour ici dans les paramètres pour voir tout ce que vous pouvez faire. Et vous avez ici la possibilité d'activer ou de désactiver certains de ces services que vous allez pouvoir lancer directement depuis ce PowerToys Run. Donc voilà pour PowerToys Run, pardon. Ensuite, on a une règle d'écran. Alors, une règle d'écran, ça peut être pratique quand on souhaite mesurer des choses. Et bien là, c'est pareil, je vais pouvoir donc déclencher avec un raccourci clavier. Donc, si je fais Windows, CTRL, SHIFT et la lettre M, eh bien, je vais avoir ici le choix de mesures que je veux utiliser. Donc, si je veux mesurer des choses à la verticale, eh bien, je peux mesurer les espacements entre des éléments. Je peux venir me mettre ici, vous voyez que j'ai 52 pixels entre les deux ici, j'ai 63 pixels ici, donc ça peut être très pratique quand on fait de la mise en page. Je peux mesurer également des espacements horizontaux. Alors là, évidemment, c'est peut-être un peu moins pratique parce que, voilà, par rapport au bord de l'écran, j'ai 621 pixels. Par rapport à l'autre bord, j'ai 299. Je peux également avoir les deux à la fois. Donc je peux, comme ça, avoir une sorte de cible, de croix, entre guillemets, qui va venir me permettre de mesurer des choses. Et je peux également utiliser la sélection. Donc si je voulais mesurer la taille de ce bloc ici, à l'écran, eh bien, je pourrais venir dessiner moi-même un rectangle en maintenant la touche gauche de ma souris enfoncée pour voir les dimensions donc, de cette zone. Voilà, j'ai comme ça les informations. Donc ici, on a le mode par défaut, qui est aucun. On peut choisir les limites, les espacements horizontaux, verticaux et autres pour être le mode par défaut. Et on peut également capturer l'écran en continu pendant la mesure. Donc ici, activer cette option de capture d'écran, mais ça consommera forcément plus de ressources. Donc voilà pour quelques-uns de ces éléments, et la tolérance de pixels pour la détection de périphérie. Donc quand on mesure des choses, eh bien on peut être plus ou moins tolérant, donc si on a besoin d'affiner un petit peu la détection des bordures. Voilà, ici les unités de mesure, on peut afficher uniquement les pixels, on peut afficher des pouces, des centimètres, des millimètres, ça peut être assez pratique également. Et on a la possibilité de dessiner des pieds sur la croix, donc c'est-à-dire que quand on va faire donc Windows, CTRL SHIFT et M, quand je vais vouloir mesurer, par exemple ici, vous voyez qu'en bout de ligne, eh bien, j'ai une sorte de barre verticale. Voilà, quand je suis au bord ici, eh bien, j'ai une barre verticale qui me donne la limite. Alors peut-être que ce sera plus parlant sur la version verticale. Vous voyez qu'en haut et en bas, eh bien, il y a une sorte de pied, si je puis dire, qui va venir se dessiner. On peut décider de le mettre ou non. La couleur de la ligne peut être changée également. Donc voilà pour cette fonctionnalité de règle à l'écran. Shortcut Guide, alors ça c'est finalement un outil qui va être assez pratique puisqu'il va nous permettre d'avoir accès à la liste des raccourcis disponibles dans une situation. Donc là, si je fais Windows, Shift et le slash, alors le slash, je vais le prendre sur le pavé de lettres et pas sur le pavé numérique. Si je le fais sur le pavé de lettres, je n'ai pas besoin d'être en majuscule. Donc autrement dit, ce que j'écris réellement, ce n'est pas un slash, c'est plutôt un 2 points sur le clavier AZERTY. Donc il faudra adapter bien entendu en fonction de vos claviers. Mais si je fais donc le raccourci indiqué, donc Windows, Shift et Slash, eh bien je vais avoir ici la liste des différents raccourcis disponibles, avec A pour ouvrir le centre d'action, etc. Donc si je fais ces raccourcis-là, si je fais Windows E par exemple, eh bien j'obtiens l'explorateur de fichiers. Donc là j'ai simplement un rappel de ces raccourcis. Donc Windows E, ça me permet d'accéder à l'explorateur de fichiers. Windows A, c'est le centre d'action. Donc bref, je peux comme ça retrouver les raccourcis courants. Par exemple, ouvrir les paramètres, c'est Windows I. Donc si je fais Windows I, eh bien j'accède aux paramètres de Windows. Donc ces raccourcis-là, peut-être que vous les connaissez déjà, mais ça vous permet en tout cas d'avoir une sorte d'aide-mémoire pour les retrouver très facilement. Extracteur de texte, eh bien là aussi on va avoir un outil qui est assez pratique et assez intéressant. Donc il est recommandé d'utiliser l'outil capture d'écran au lieu du module texte extractor parce qu'il est peut-être plus pratique dans l'outil capture d'écran. Mais si vous vouliez utiliser cet outil-là, vous pourriez le faire en activant cette fonction et en faisant Windows Shift et T, eh bien vous allez pouvoir prendre une capture d'écran ici et le texte qui sera donc sous forme d'image pourra ensuite être transformé en texte brut pour pouvoir le coller dans un document comme un document Word par exemple. Alors vous pouvez choisir la langue du texte que vous allez avoir finalement ici. Donc moi je suis sur du français parce que c'est la langue préférée du système. Je n'ai pas mis d'autres langues ici. Imaginons que j'aille par exemple
sur Internet et que je fasse, comme tout à l'heure, une petite recherche sur du test. Voilà, si je voulais par exemple faire une capture d'écran ici, donc je rappelle le raccourci Windows Shift et T. Si je fais Windows Shift T, eh bien je vais pouvoir faire ici une délimitation de cette zone, et ici je vais avoir donc la photo qui est prise et le texte brut qui va être interprété pour pouvoir ensuite le coller quelque part. Et si maintenant je vais par exemple dans mon bloc-notes, eh bien je vais pouvoir coller le texte brut, vous voyez, que j'ai copié, que j'ai capturé depuis la photo. Alors évidemment, là c'est une capture où il y avait déjà du texte sous forme d'une page web, mais vous pouvez le faire bien sûr avec une image, une photo bien entendu, qui contiendrait du texte. Malheureusement, il peut y avoir des petites approximations, mais comme n'importe quel logiciel de reconnaissance d'écriture, mais en tout cas, c'est déjà assez pratique de pouvoir l'utiliser comme ça. Et donc ça, c'est plutôt confortable. Ensuite, on va avoir Zoom It. Alors Zoom It va permettre de zoomer l'écran grâce également à des raccourcis clavier. Donc je vais l'activer ici. Je vais accepter ici les termes d'utilisation de ce logiciel. Et donc si j'utilise le zoom en faisant CTRL 1, eh bien CTRL 1 me permet de zoomer sur l'écran et je peux, avec la molette de ma souris, continuer à zoomer et déplacer donc mon pointeur de souris pour aller voir ce qui se passe sur l'écran à différents endroits. Si j'annule en faisant à nouveau CTRL 1, je retourne à l'état normal et je peux venir très rapidement retrouver l'affichage classique. Alors j'ai également des indications sur le mode d'utilisation de ce zoom. Je peux également choisir quel est le niveau de zoom initial. Donc n'hésitez pas à venir regarder ici dans le détail. Alors après, je vais avoir des choses un peu plus intéressantes plus bas parce que je vais pouvoir dessiner sur le zoom, je vais pouvoir faire un zoom en direct. Alors la différence c'est que quand je vais faire CTRL 1 ici, eh bien je suis sur une image qui est une sorte de photo de l'écran, mais qui n'est plus vivante, qui n'est plus animée. Si ce que je veux c'est zoomer et continuer à utiliser, en tout cas à visualiser ce qui se passe réellement sur l'écran, je vais plutôt faire CTRL 4. Et en faisant CTRL 4, c'est un tout petit peu plus lent pour moi, mais j'ai vraiment une véritable réaction de l'écran malgré le zoom. Donc ça peut être confortable à utiliser comme ça. Si je souhaitais dessiner, je pourrais faire CTRL 2 et je pourrais avoir donc un crayon pour faire des choses. Si je fais CTRL 2 ici, je peux dessiner sur mon écran. Alors évidemment, si je suis zoomé et que je dessine, eh bien je peux avoir différentes choses qui sont actives en même temps. Je vais avoir donc un contrôle du stylet avec la touche CTRL et la molette de la souris. Donc CTRL haut et bas pour ajuster la largeur du stylet. Donc, si je fais CTRL et la molette de la souris, vous voyez que je peux agrandir mon point de dessin. Et je peux également changer la couleur avec R pour rouge, G, green en anglais pour vert, ou B pour blue, O pour orange, Y pour yellow qui veut dire jaune, P pour pink qui veut dire rose. Donc vous voyez que je peux comme ça changer la couleur de mon tracé. Et donc j'ai encore quelques éléments ici qui peuvent être très pratiques. Très bien, donc là je vais pouvoir ressortir de ça en faisant CTRL 2 à nouveau, hop, ici, voilà, CTRL 1 d'ailleurs pour sortir, et on a vu pour Zoom It ce qu'il était possible de faire. Je vais réduire ici les outils de système, et on va passer sur le fenêtrage et la disposition. On a ici l'option Always on Top, qui veut dire toujours au-dessus. Si j'ai une fenêtre par exemple, et que je veux que cette fenêtre-là reste sur le devant de l'écran, vous voyez que si je clique derrière, eh bien, la fenêtre disparaît. Avec l'option Always on Top, eh bien, je vais pouvoir pallier ce problème-là. Si je fais CTRL Windows et T, donc Windows CTRL T, eh bien, je vais pouvoir forcer l'affichage de la fenêtre de mon choix. Donc ici, Windows CTRL et la lettre T. Eh bien, cette fenêtre maintenant restera toujours sur le dessus. Quand bien même je voudrais cliquer derrière, eh bien, je ne peux plus repasser derrière parce qu'elle est sur le devant. Et évidemment, le même raccourci, donc Windows CTRL et T, enlève la sélection qui dit que cette fenêtre doit rester sur le devant. Donc si je la remets sur le dessus, on peut également faire CTRL Windows T, je vais pousser cette fenêtre là pour qu'on voit également les raccourcis. On peut augmenter ou diminuer l'opacité. Alors augmenter l'opacité avec CTRL+, donc Windows CTRL+, et pour diminuer, ici, c'est pas très clair pour moi ce que c'est que ce raccourci là, VK189. Donc je vais essayer donc Windows CTRL et moins, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Donc moi ici je préférerais pouvoir faire CTRL Windows plus pour augmenter l'opacité, et CTRL Windows moins, donc je vais modifier ici ce raccourci, je vais me placer sur cette fenêtre, je vais faire donc CTRL Windows et moins, pour ici choisir ce raccourci, donc je vais enregistrer ce raccourci, et donc maintenant, si je fais CTRL Windows et le plus qui se trouve sur la pavé, sur le pavé
des lettres, en fait, pas sur le pavé numérique, eh bien, je vais modifier et donc augmenter l'opacité. Moi, je suis déjà à fond en termes d'opacité. Si je fais CTRL Windows moins, eh bien, je vais rendre transparente cette fenêtre. Donc, elle peut rester sur le devant, mais devient transparente. Et CTRL Windows plus va, au contraire, rajouter de l'opacité. Donc, vous voyez que je peux, comme ça, modifier un peu tout ça. Et CTRL Windows T, à nouveau, va libérer cette fenêtre-là et ne plus la forcer à être sur le devant de la scène. Donc vous voyez qu'il y a quelques réglages ici qu'on peut faire sur la bordure, la couleur de la bordure en tout cas, enfin la forme de la bordure. Ici, on peut jouer sur ces réglages-là pour cette option-là. Ensuite, je vais avoir rogner et verrouiller. Alors rogner et verrouiller va permettre de recréer une nouvelle fenêtre à partir d'un morceau d'une autre. Donc par exemple ici, si j'ai mon explorateur de fichiers, je vais me mettre ici. Donc le raccourci va être Windows CTRL SHIFT et la lettre T. Donc ici, je vais faire Windows CTRL SHIFT et la lettre T. Et je vais pouvoir dessiner la partie qui m'intéresse à conserver. Donc je voudrais moi avoir peut-être une fenêtre. Alors je vais recommencer. Windows CTRL SHIFT et la lettre T. Et je vais pouvoir ici dessiner une zone, un rectangle par exemple, qui va faire cette taille-là, voilà, qui va devenir finalement une fenêtre autonome que je pourrais ensuite déplacer et garder à l'écran, qui va me montrer finalement ce qui se passe sur l'autre fenêtre. Vous voyez que quand je bouge ici sur ma fenêtre principale, eh bien ça bouge sur cette fenêtre-là. Cette fenêtre n'est pas forcément active, je ne peux pas cliquer dessus. Mais si je viens par exemple cliquer sur téléchargement, document, eh bien je peux continuer de faire les choses et vous voyez que ça réagit ici. Ça peut être pratique par exemple pour extraire une zone de chat dans une vidéo ou pour extraire un morceau d'une fenêtre pour l'avoir sous forme d'affichage ici pour voir ce qui se passe dessus. Même si je ferme la fenêtre principale, c'est surtout cette partie-là qui m'intéresse, je peux la conserver à l'écran directement. Donc là, je ne vais pas forcément garder cette fenêtre-là ici. Et si je combine avec le fait de garder cette fenêtre sur le dessus, eh bien, je peux donc faire comme tout à l'heure Windows CTRL T pour la mettre sur le dessus. Alors, il faudrait que je refasse le raccourci, voilà. Et là, je peux garder cette fenêtre tout le temps présente à l'écran. Donc, Windows CTRL T. Si j'en ai marre, je peux fermer la fenêtre et je peux retrouver, bien entendu, mon explorateur de fichiers que j'avais tout à l'heure, ce qui ne change absolument rien pour lui. Il a toujours la possibilité d'être là, présent. Donc voilà pour rogner et verrouiller. Donc vous pouvez bien sûr faire d'autres tests avec les autres raccourcis, pour les raccourcis transparents, etc. Ensuite, on a Fancy Zone. Alors Fancy Zone, ça va me permettre de découper mon écran en plusieurs zones. Ici, vous connaissez probablement déjà la fonction Snap dans Windows, notamment dans Windows 11. Si j'ouvre plusieurs fenêtres, eh bien, je vais pouvoir survoler le bouton d'agrandissement pour décider de placer la fenêtre d'un côté de l'écran, de l'autre côté de l'écran. Je peux également venir attraper ma fenêtre et la glisser sur le bord de l'écran pour faire un snap, et je remonte pour aller sur le quart supérieur ou le quart inférieur, et pareil de l'autre côté. Mais ici, je vais pouvoir être encore plus fin et aller encore plus loin dans la définition des zones à l'écran. Ici, je peux cliquer pour ouvrir l'éditeur de disposition, et je vois que j'ai déjà des dispositions qui sont prêtes à l'emploi. Je peux décider quelles dispositions je souhaite utiliser, et je peux même créer des dispositions personnalisées. Si je clique créer une disposition, je peux partir d'une grille ou d'un canevas. Moi, je vais partir peut-être d'une grille ici. Je vais créer donc ici des choses. Je peux bouger les séparateurs qui sont là pour avoir des choses plus ou moins grandes. Et si je clique ici, eh bien, je vais à nouveau ajouter un séparateur et je vais pouvoir créer comme ça des zones sur les côtés de l'écran et peut-être laisser le centre plus grand. J'enregistre cette disposition. Je clique dessus pour la sélectionner. Voilà. Je peux refermer maintenant. Et si je veux maintenant utiliser ces zones, eh bien, je vais pouvoir maintenir la touche Shift enfoncée lorsque je vais déplacer une fenêtre, et ça va me permettre, donc si je maintiens la touche Shift enfoncée, ça va me permettre de décider à quel endroit je dépose ma fenêtre. Donc si je la dépose ici, eh bien elle sera de cette taille. Si je fais Shift et que je déplace ma fenêtre ici, elle sera de cette taille. Je pourrais avoir donc mon autre fenêtre ici, que je vais déplacer également en maintenant Shift pour la mettre sur le côté ici. Vous voyez que je peux comme ça placer les fenêtres exactement à l'endroit de mon choix, donc selon la disposition que j'ai choisie dans Fancy Zones. Donc voilà pour cet utilitaire-là, donc que je vous invite également donc à tester et à découvrir. Il y a encore pas mal de réglages. Je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails, mais vous pouvez bien sûr venir explorer tout ça. Espace de travail va me permettre de créer donc des espaces de travail, comme son nom l'indique, avec un ensemble de fenêtres déjà ouvertes. Donc je peux ouvrir l'éditeur ici pour venir créer un nouvel espace de travail et prendre en compte les fenêtres que je veux avoir à l'écran. Par exemple, si je décide que je
vais créer un nouvel espace de travail, je vais fermer ici les Power Toys, et dans mon espace de travail, eh bien, j'aimerais avoir systématiquement cette fenêtre du côté droit, et je voudrais, par exemple, venir prendre une autre fenêtre ici, accueil, et avec donc la touche Shift, venir placer cette fenêtre dans une zone qui est plutôt celle-ci. Voilà. Je voudrais avoir mon navigateur internet ouvert que je vais placer également dans une zone, mais qui va être plutôt cette zone-là. Voilà. Et j'aurai comme ça ces éléments à l'écran. Si je fais capturer, eh bien, je vais maintenant avoir un espace de travail qui contient ces 3 fenêtres. Si je referme ces 3 fenêtres, voilà, je vais pouvoir donc venir ici dans les espaces de travail, lancer et modifier. Alors, ici, il y a eu un petit plantage, autant pour moi. Donc ici, je vais donner un nom à cet espace de travail. Donc il s'appelle espace de travail 1. Je vais dire essai, voilà. Et j'enregistre l'espace de travail, autant pour moi. Donc maintenant que j'ai cet espace de travail, si je clique sur lancer, eh bien je retrouve les fenêtres qui se lancent exactement dans les dispositions que j'ai choisies. Alors, je ne retrouve pas les pages qui étaient ouvertes éventuellement sur mon navigateur, je ne retrouve pas forcément les dossiers qui étaient ouverts. Alors, l'autre inconvénient ici, c'est que quand je vais lancer un espace de travail, eh bien, je vais pouvoir le lancer plusieurs fois, ce qui fait que je vais avoir des doublons, des triplons de fenêtres qui vont s'ouvrir. Mais ça me permet en tout cas de retrouver rapidement une disposition prête pour le travail en fonction de ce que j'ai créé ici. Donc là, je vais refermer cet éditeur d'espace de travail, je peux refermer toutes ces fenêtres qui n'ont plus de raison d'être là, et on va retourner dans les Power Toys ici. Donc, je vais venir cliquer sur la petite roue crantée, et je vais revenir sur fenêtrage et disposition. Donc on a fait le tour, et maintenant on va continuer sur la suite. Keyboard Manager va me permettre de gérer des touches et de remapper des touches de mon clavier. Donc là, par exemple, si je décide de remapper des touches, eh bien, je vais ajouter un remappage. Donc je vais dire que la touche, admettons, donc je vais maintenir la touche échappe renforcée pour continuer, et entrer pour... Hop, ici. Donc si je décide qu'une touche doit être remappée, si je dis que la lettre D ici doit être remappée, elle doit être remappée en une autre touche qui sera... Hop, qui sera la lettre A. Donc si maintenant, alors on est d'accord que ça n'a aucun intérêt de faire ça comme ça, mais admettons que je décide de le garder comme ça, je fais OK, je continue quand même. Et bien dorénavant, à chaque fois que j'irai taper du texte et que je vais appuyer sur la lettre D, eh bien c'est la lettre A qui sort. Notez que si je suis vraiment en train d'appuyer sur la lettre D de mon clavier. Donc évidemment, je ne vais pas le laisser comme ça parce que ça ne va pas être très confortable. On va venir remapper les touches et je vais supprimer ce remappage. Mais ça peut être intéressant par exemple pour annuler complètement les effets d'une touche de votre clavier pour éviter une fausse manipulation et un appui accidentel sur certaines touches. Donc là, je vais refermer ici. On a ensuite des utilitaires de souris. Alors dans les utilitaires de souris, ça va permettre de mettre en évidence la souris, par exemple pour trouver la souris. Ici, pour activer cette fonction de trouver ma souris, eh bien, je vais appuyer 2 fois sur la touche CTRL à gauche de mon clavier, donc la touche CTRL. Si j'appuie 2 fois, eh bien, vous voyez que j'ai maintenant une sorte de rond comme ça autour de ma souris. Donc je peux ensuite cliquer. Par défaut, le rond est ce qui est affiché, mais je peux changer le comportement et l'apparence avec la couleur d'arrière-plan, la couleur du projecteur. Je peux ici exclure certaines applications du périmètre. Je peux utiliser également le surligneur de souris. Alors le surligneur de souris, c'est quand je vais cliquer avec le bouton gauche et le bouton droit. Donc là, ici, si je fais Windows, Shift et la lettre H, et bien à présent, quand je vais cliquer avec le bouton gauche, et bien j'aurai ce petit rond jaune qui apparaît. Quand je cliquerai avec le bouton droit, j'aurai un autre petit rond. Et bien sûr, je pourrai bien sûr changer ces réglages-là dans l'apparence ici et le comportement pour dire que quand je clique avec le bouton principal, c'est-à-dire le bouton gauche, eh bien, je change la couleur si je le souhaite. Si je clique avec le bouton droit, eh bien, je peux choisir également la couleur que je veux voir. Donc, quand je ne veux plus que cette fonction soit active, je refais le raccourci, donc Windows, Shift et H. Et ici, je vais pouvoir maintenant cliquer à nouveau à gauche ou à droite sans que ça se voit. Donc, je peux comme ça activer tout ça. On a une fonction de saut de souris. Donc, le saut de souris, a priori, va déplacer rapidement le pointeur de souris sur de longues distances. Bon là, j'ai pas vraiment pu tester ça parce que je suis dans une machine virtuelle et que ça ne fonctionne pas. En tout cas, sur cette machine virtuelle, je pourrais pas vous le montrer nécessairement, mais je vous invite à faire le test pour voir si ça vous convient. Et je peux également activer les réticules du pointeur de souris. Voilà. Et si je veux activer les réticules, je fais Windows, Alt et P. Et là, j'ai maintenant
une sorte de cible, finalement, qui m'indique où se trouve la souris en permanence. Si ça peut vous intéresser d'avoir ça, pourquoi pas. Donc je refais Windows, Alt et la lettre P pour retirer les ridicules. Je peux les désactiver pour moi parce que ça ne m'intéresse pas vraiment. Mais vous voyez qu'on peut faire comme ça des petites choses assez intéressantes avec la souris pour la rendre visible, pour la retrouver très facilement. La fonction souris sans frontières, je ne pourrais pas vous la montrer puisqu'il faudrait pour ça avoir un deuxième ordinateur sur lequel je ferai la capture d'écran. Mais c'est une fonctionnalité assez intéressante, c'est que si vous activez les PowerToys sur cet ordinateur-là et que vous activez les PowerToys sur un autre ordinateur, eh bien, vous pouvez avoir les deux écrans, par exemple, côte à côte de ces deux ordinateurs, et la souris sans frontières va sortir de l'écran du premier ordinateur d'un côté et entrer sur l'écran de l'autre ordinateur. Et c'est comme si vous aviez un bureau étendu jusqu'à l'autre ordinateur, donc ça peut être très pratique. Donc là, il faudra activer la fonction, définir une clé de sécurité pour faire en sorte de ne pas risquer de piloter le mauvais appareil ou d'avoir un programme malveillant qui prenne le contrôle sur cet appareil-là. Mais vous pouvez ensuite faire les réglages qui vont bien pour faire en sorte que les choses fonctionnent. Peut-être qu'on le fera dans une autre vidéo, mais pour l'instant, je ne peux pas vous le montrer dans celle-ci. Accent rapide, c'est une fonctionnalité également très intéressante parce que on a parfois besoin de faire des accents sur des majuscules ou faire des accents sur des lettres un petit peu particulières et on n'a pas forcément la touche correspondante sur le clavier. Ici, accent rapide va me permettre très facilement d'avoir accès à une sorte de liste de caractères, un petit peu comme on a sur le téléphone quand on maintient une lettre enfoncée. Alors si je vais par exemple dans mon bloc-notes pour taper quelque chose, ici, admettons que je veuille donc effacer tout ça, voilà. Si je voulais mettre un accent sur le E majuscule, là si je fais un E majuscule, ça ne va pas forcément fonctionner. Bien sûr, il y a des raccourcis clavier qui permettent de le faire, mais ici je vais maintenir donc le E majuscule et en même temps je vais appuyer sur la lettre, sur la barre d'espace pour afficher le menu qui apparaît en haut. Alors ici, je n'ai pas forcément tous les jeux de caractères qui ont été activés. Je vais vérifier qu'ils sont bien tous cochés. Donc a priori, ils devraient tous l'être. Hop, je peux choisir quel jeu de caractères je veux utiliser. Je peux également décider, donc alors je vais refermer ici hop, mon bloc-notes pour ne pas mélanger. Je peux également décider d'afficher le code Unicode et le nom du caractère pour pouvoir connaître le raccourci pour éviter d'avoir à faire appel à cette barre la prochaine fois. Donc j'ai également le tri des caractères par fréquence d'utilisation, donc ça, il va me mettre en premier les caractères que j'utilise le plus souvent, donc ça c'est assez pratique. Et je peux démarrer la sélection à partir du côté gauche de la liste, donc ça c'est pareil, ça peut être très pratique. Donc là j'ai activé les différentes fonctions qui m'intéressent, je retourne dans mon bloc-notes et on va refaire, donc majuscule E, je vais faire un petit appui sur la barre d'espace, et vous voyez que, alors là, il a été prendre le premier qui venait. Donc si je fais à nouveau ça, majuscule E et que j'appuie sur l'espace, je maintiens toujours la lettre que je veux, mais avec ma souris, je vais pouvoir venir cliquer à l'endroit de mon choix, ou je peux utiliser les flèches gauche et droite pour me déplacer, ainsi que la barre d'espace. Si je fais barre d'espace, je me déplace de l'un à l'autre. Et vous voyez que si par exemple je voulais faire le E accent aigu majuscule, eh bien on me donne le code Unicode qui correspond pour le E majuscule avec accent aigu. Donc si je me mets dessus et que je relâche, c'est bien un E accent aigu qui a été affiché. Pareil pour le CCDI majuscule, eh bien je pourrais faire CCDI et appuyer sur la barre d'espace et espérer qu'il y ait des choses dedans. Alors là, ça n'a pas pris. Et si je fais donc CCDI et barre d'espace, est-ce que je vais pouvoir aller ailleurs? Non, je ne l'ai pas ici, malheureusement, sur ce raccourci, ça c'est un peu dommage. Mais bon, bref, vous avez compris l'idée, on a la possibilité comme ça d'aller chercher des caractères un peu différents, qui ne sont pas forcément directement accessibles depuis le clavier, et ça peut être quand même assez pratique. Donc voilà pour les accents rapides. Ensuite, on a la gestion de fichiers. Donc dans la gestion de fichiers, eh bien, je vais avoir, donc ici, je referme tout ça, voilà. Pardon, entrée-sortie, c'est bon. L'extension d'explorateur de fichiers pour, par exemple, avoir des aperçus des SVG, avoir des aperçus de différents types de fichiers. Je peux activer comme ça les différents types d'aperçus. Alors pour ça, il faudra que j'aille... il faudra que ça ait remplacé le gestionnaire de prévisualisation déjà installé, s'il y en a un. Par exemple, ça peut être incompatible avec Outlook s'il y a déjà des choses. Donc ça permettrait en tout cas d'avoir accès à de la prévisualisation de vos fichiers, selon les formats, directement dans l'explorateur. Un outil très pratique, c'est le fichier Locksmith. Alors ça, c'est très très intéressant parce que parfois, on a des fichiers qui restent ouverts, qui restent plantés mais ouverts et qu'on ne peut plus supprimer parce que simplement, ils sont restés
comment je peux dire, ils sont restés actifs. En tout cas, il y a peut-être un programme qui a planté, mais qui continue de garder la main sur ce fichier. Et bien ici, grâce à fichier Locksmith, on va pouvoir déverrouiller ces fameux fichiers. Donc ici, l'option va nous permettre d'afficher Locksmith dans le menu contextuel par défaut. Donc quand je vais me rendre ici sur mon explorateur de fichiers, si je vais par exemple dans Documents, voilà, j'ai un dossier ici, et si je voulais par exemple déverrouiller l'accès à un fichier qui serait resté planté, comme un fichier Excel, eh bien je pourrais cliquer avec le bouton droit dessus, et ici je pourrais faire Unlock with File Locksmith. Et donc c'est assez pratique parce que ça va me montrer éventuellement quels sont les programmes qui continuent d'utiliser ce fichier. Donc là, évidemment, c'est un exemple qui ne va pas fonctionner parce que je n'ai pas ouvert le fichier. Donc là, j'ouvre ce fichier-là, donc c'est un exemple de texte. Si je vais maintenant cliquer avec le bouton droit, je vais sur Locksmith. Là, je vais voir que Excel utilise actuellement le fichier. Et si Excel avait été planté pour une raison quelconque, eh bien, je pourrais venir cliquer sur terminer la tâche pour tuer Excel et permettre de libérer l'utilisation de ce fichier pour pouvoir le renommer, le supprimer et en faire éventuellement quelque chose. Donc ça, c'est extrêmement pratique. Je vous invite vraiment à l'activer parce que parfois, ça peut rendre service. Image Resizer va être également intéressant parce que ça va permettre de redimensionner très facilement des images que j'aurai dans mon ordinateur ou des photos. Donc si j'active cette fonction, eh bien, je vais pouvoir redimensionner de plein de manières. Donc je vais avoir ces options-là dans le menu contextuel également de mon explorateur de fichiers. Donc ici, je vais voir les différentes options pour tout ça. Et je peux définir moi-même des tailles personnalisées. Je peux ajouter de nouvelles tailles personnalisées si j'ai besoin de créer régulièrement des photos ou des images avec des tailles précises, eh bien je peux le faire directement comme ça. Donc si je me rends par exemple sur le dossier d'image, quand je vais cliquer avec le bouton droit, eh bien je vais pouvoir venir redimensionner avec Image Resizer. Et ici, on va me proposer de choisir dans la liste avec quel format je souhaite redimensionner mes images. Et je peux même aller faire un format personnalisé pour changer les dimensions de mon image. Donc vous voyez que c'est assez pratique finalement de le faire comme ça pour redimensionner facilement une photo, alors que en temps normal c'est quand même un peu pénible. Nouveauté plus va me permettre également de faire des choses intéressantes. Si j'ai des dossiers qui ont toujours une structure similaire, si je travaille sur des projets par exemple, et que c'est toujours la même structure de fichier, eh bien je peux activer ici Nouveauté plus. J'ai un emplacement sur mon disque dur qui va être réservé pour les modèles. Donc si je clique ici sur la petite flèche, eh bien je vais pouvoir me rendre dans ce fameux emplacement. Et je pourrais venir créer ici par exemple un nouveau dossier, des sous-dossiers, et y placer tous les éléments qui peuvent être utiles lorsque je vais vouloir créer des dossiers avec des structures pré-mâchées. Par exemple ici, j'ai un dossier d'exemple qui contient 2 fichiers à l'intérieur. Eh bien, je vais me servir de ça pour l'exemple, ça sera très bien. Imaginons que dans les documents, je souhaite créer un nouveau dossier ici. Je peux cliquer avec le bouton droit, aller sur Nouveauté plus et choisir parmi les modèles qui sont disponibles lequel je veux créer. Si je voulais créer le modèle qui correspond au dossier d'exemple, je vais venir cliquer ici et je vais l'appeler test par exemple. Et ce dossier test va contenir les mêmes fichiers que mon modèle pour justement me faciliter la vie. Donc ça peut être là aussi très pratique. Donc il y a quelques réglages ici, mais pas tant que ça. Je vous laisse le soin de venir les découvrir. Aperçu. Alors aperçu va me permettre d'avoir un aperçu en maintenant la barre espace pour un fichier. Si je vais sur une photo, alors évidemment là c'est pas forcément très parlant et je suis même pas sûr que je vais avoir beaucoup de choses à vous montrer là-dessus, mais je peux avoir l'aperçu de la photo. Si je vais sur les documents, je dois pouvoir également le faire, je pense, avec des fichiers PDF. Si je fais juste un coup de barre d'espace, eh bien j'ai un aperçu de mon fichier PDF. Si je voulais avoir un aperçu de mon fichier Excel, je pourrais également faire un aperçu de mon fichier Excel très rapidement, sans avoir à ouvrir Excel directement. Donc vous voyez que c'est quand même assez pratique. Power Rename, là également, on a affaire à une fonctionnalité très très pratique, c'est que je vais pouvoir renommer en masse des fichiers. Donc si je vais par exemple dans un dossier ici où j'ai plusieurs fichiers, et admettons que je vais les renommer, eh bien je sélectionne plusieurs fichiers d'un coup, je clique avec le bouton droit, et je vais ici utiliser renommer avec Power Rename. Et ici je vais pouvoir donc cocher ou décocher pour activer certains fichiers ou non. Je vais pouvoir rechercher quelque chose et le remplacer par autre chose. Je vais pouvoir utiliser même des expressions régulières pour faire ma recherche. Je vais demander une correspondance de toutes les occurrences. Par exemple, si j'ai un fichier qui s'appelle test, espace, nanana, quelque chose et test plus loin, si je ne coche pas cette case-là et que je veux remplacer le mot test par autre chose, il risque de ne remplacer que le premier mot test. Ici, je vais pouvoir faire un remplacement sur toutes les occurrences.
Donc ici, je vais pouvoir appliquer au nom fichier ou à l'extension, ou au nom simplement ou à l'extension uniquement. Bref, je vais pouvoir définir les règles qui vont me permettre de renommer ici mes fichiers en masse. Donc voilà pour cet utilitaire qui est également très pratique. Et ensuite, on va arriver dans les fonctions avancées. On va finir sur ces fonctions-là. Donc, commande introuvable. Alors ça, c'est plutôt intéressant lorsqu'on travaille sur du PowerShell. Parfois, on tape des commandes qui ne sont pas reconnues. Et bien ici, on va avoir une aide qui va nous suggérer la commande éventuellement à installer ou le package winget qu'on va pouvoir utiliser pour installer la fonctionnalité qu'on n'arrive pas à lancer. Donc il faudra peut-être installer cette fonctionnalité si elle n'est pas déjà installée chez vous. Moi, je ne l'ai pas installée ici, mais à vous de voir si elle vous sert. Variables d'environnement, eh bien, dans le système, il y a des variables d'environnement qui sont utilisées par différents programmes. On peut très facilement aller ouvrir ces variables d'environnement pour les consulter et on peut ajouter des variables éventuellement si nécessaire pour des profils différents comme le profil utilisateur, le profil système. Je peux également créer de nouveaux profils. Donc là, je vois quelles sont les variables qui sont appliquées actuellement. Donc je vois que par exemple, la variable temp m'indique le chemin d'accès à mon dossier temporaire. Si je voulais changer le chemin d'accès à mon dossier temporaire pour cet utilisateur, eh bien je pourrais venir dans le profil utilisateur sur temp et je pourrais venir ici modifier éventuellement les choses. Donc là, évidemment, je ne vais pas forcément modifier des choses ici, mais peut-être que vous pourriez avoir besoin de faire ce genre de réglage-là dans vos variables d'environnement, surtout si vous faites du développement. L'éditeur de fichiers hôte, eh bien là, ça va être intéressant également pour faire en sorte de faire correspondre une adresse IP avec un nom de machine. Ce fichier host est présent dans votre système, il existe dans le dossier Windows, sous le dossier System32, sous dossier driver, puis etc. Et vous avez un fichier qui s'appelle host. Dans ce fichier host, eh bien, vous allez avoir des correspondances en général entre une adresse IP et un nom. Et ici, si je vais modifier ici ce fichier host, je peux voir que localhost, qui est le nom, redirige vers l'adresse IP 127.0.0.1 et je pourrais ajouter des choses, activer ou désactiver certains de ces éléments. Et ça peut être très pratique également, puisque 127.0.0.1, ça veut dire l'adresse IP locale de ma machine dans mon réseau, donc ça veut dire elle-même en fait, eh bien je pourrais décider de désactiver l'accès à certains sites en faisant une redirection du nom du site, du nom de domaine, vers 127.0.0.1. À chaque fois que je taperai, par exemple, imaginons que je mette facebook.com, et bien à chaque fois que je taperai facebook.com, l'ordinateur tentera de se connecter à lui-même, et évidemment, n'étant pas facebook.com, il ne pourra pas afficher la page, et ça, c'est un moyen, finalement, assez rapide de bloquer l'accès à certains sites. Alors évidemment, ne le faites pas pour Facebook, ne le faites pas forcément pour YouTube, ne le faites pas pour des sites dont vous avez vraiment besoin. En revanche, pour des sites publicitaires, ça peut être un moyen également de bloquer certaines publicités. Voilà. Ça peut bloquer des pop-up et des choses dangereuses. Donc voilà également un outil qui peut être intéressant. Ensuite, on a un aperçu du registre. Ici, ça va nous permettre de voir rapidement le contenu d'un fichier .reg qui serait un fichier qu'on a extrait du registre, qu'on a sauvegardé depuis le registre. Donc ici, on pourra ouvrir l'aperçu du registre et créer soit un nouveau fichier .reg, soit ouvrir un fichier .reg pour aller voir ce qu'il y a dedans, pour explorer les différentes clés qui sont présentes dans ce fichier-là, et éventuellement modifier des choses directement depuis cet écran-là. Ça peut également être pratique dans certains cas quand on fait un peu d'administration sur certains postes. Voilà pour les PowerToys. Je vais refermer ici cette fenêtre. Alors évidemment, on n'a pas été dans toutes les options possibles et imaginables, mais vous voyez que ça fait déjà beaucoup de choses. Cette vidéo est déjà assez longue. Ici, l'objectif, c'était vraiment de vous montrer ce qu'il est possible de faire avec ces PowerToys. J'espère que ça vous a permis d'avoir un aperçu assez large des fonctionnalités qui sont disponibles. Et vous voyez qu'il y a quand même des choses qui peuvent être très intéressantes. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce. Vous pouvez également laisser un commentaire sous la vidéo si vous avez des questions supplémentaires ou si vous avez des suggestions à faire. Et peut-être dites-nous dans les commentaires quels PowerToys vous utilisez réellement, lesquels vous servent le plus, lesquels vous trouvez intéressants, peut-être lesquels vous trouvez inutiles également. Donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos qui vont sortir. Rejoignez-nous également sur le Discord pour continuer cette conversation. N'hésitez pas donc à venir partager et échanger des choses sur le Discord et le faire dans les commentaires si vous le souhaitez également. En attendant, c'était David pour Ordi à la part. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.